Bonjour à vous, Bob. Bonjour Céline, Garcia. bonjour André. Alors, Bonjour. vous publiez un livre passionnant aux éditions du Rocher, Hergé, Les Ultimes Secrets. Ce livre a nécessité 1 an de recherche. Comment les avez-vous menés ? Je suis tombé un petit peu par hasard sur une mine d'or, on va dire, sur une mine de renseignements, une véritable base de données qui est complètement inédite et qui n'a jamais été étudiée par personne. Il faut d'abord rappeler dans un premier temps qu'Hergé, avant de parler des bandes dessinées dont vous parliez André tout à l'heure, il a prépublié toute son œuvre dans des petits magazines pour les enfants. Avant la guerre de 1929 à 1940, c'était le Petit 20e, le supplément jeunesse du 20e siècle. Pendant la guerre, c'était le Soir. Donc pendant 10 ans, quoi, pratiquement. Ouais, 10 ans. 10 ans avant la guerre, oui. Puis dès que les Allemands sont arrivés, là, le 20e siècle s'est arrêté. Et Hergé est allé justement au Soir. Le fameux Soir aux mains des Allemands, que les Belges appelaient le Soir volé. Il a créé le supplément jeunesse du Soir qui s'appelait le Soir jeunesse. Il a continué à publier ses bandes dessinées là-dedans, en général à raison de 2 pages par semaine. Puis après, dans le Soir lui-même, parce qu'il n'y avait plus assez de papier pour faire le Soir jeunesse. Et après la guerre, à partir de 1946, il a continué dans le journal de Tintin. Et la toute dernière publication, c'est la dernière planche des Picaros, et ça intervient le 13 avril 1976. Ah oui. Voilà pour fixer un peu le cadre. dernier. Et donc, vous les avez tous retrouvés ? Comment vous avez mené votre enquête ? Au Dites-nous. départ, voilà comment ça s'est passé. Dans le cadre d'un autre bouquin sur lequel je travaillais, j'ai été amené à consulter quelques exemplaires du Petit 20e, donc ce fameux supplément jeunesse d'avant-guerre. Et en les compulsant, j'en avais peut-être une vingtaine sous le coude, en les compulsant, je me suis dit, tiens, ce paragraphe-là me rappelle tel passage de tel album. Tiens, cette nouvelle-là me rappelle tel passage de tel autre album. Alors évidemment, il faut connaître les albums sur le bout des doigts, Bien mais ça sûr. fait 20 ans que je bosse dessus, donc je les connais un peu. Et donc j'ai fait des relations comme ça, et je me suis dit, mais dis donc, quelqu'un a bien dû travailler, écrire un bouquin là-dessus, tellement ça me paraît un peu gros. Je regarde dans la littérature, rien. Pas un mot sur les sources d'Hergé dans le Petit 20e. Je ne parle pas de ce qu'Hergé a publié lui-même dans le Petit 20e, ça tout le monde le connaît, mais la partie rédactionnelle, la partie actualité, les autres nouvelles écrites par d'autres auteurs, etc., personne n'a jamais En fait, étudié le ça. fond de son inspiration, c'est le Petit 20e siècle. Voilà. Pas son œuvre à lui, mais tout ce qu'il lisait, quoi. Tout ce qu'il y avait autour est dans le C'est Petit ça. 20e. Il n'est pas allé chercher loin. Mais quand même, il fallait que j'en aie le cœur net de tout ça. Donc je me suis mis en tête, et en quête, c'est le cas de le dire, d'aller chercher l'ensemble de tous les Petits 20e depuis le début. Et puis après, le Soir jeunesse. Et puis pendant qu'on y était, tant qu'à faire, le journal Tintin. Donc j'ai calculé 2548 volumes avec une moyenne de 25 pages par volume, ce qui nous fait la modique somme de 80 000 pages. Alors justement, quelle a été votre méthode de lecture ? Parce que c'est impressionnant. Oui, parce que D'abord, vous on a n'avez pas été- tout lu, quand même. Si. Oui. Si, tout. Si, c'est ça qui est terrible. D'abord, j'étais pas tout seul. Faut bien rendre à César ce qui lui appartient. J'ai été aidé par des collectionneurs qui eux-mêmes avaient déjà scanné des bouts ou des morceaux d'œuvres. Mais un tel avait telle année, un tel avait que les Petits 20e où il y avait Hergé qui avait fait la couverture, un tel n'avait que telle histoire, etc. Donc j'ai compilé ça m'a pris un temps de malade. Et après, effectivement, une fois que tout a été photographié, non pas scanné, parce qu'on a commencé à scanner, ça prenait un temps fou, on n'y arrivait pas. Donc à la fin, avec juste un iPhone, on s'est amusé à photographier les pages comme ça, et on était 6. On a été 6 en gros à travailler là-dessus, à tout scanner, et une fois que vous avez tout scanné, vous voyez, vous faites défiler sur l'écran toutes les pages de tous les magazines en question, 80 000 pages. J'exagère pas, c'est vrai, je l'ai vraiment fait. Et je l'ai fait, c'est un travail de dingue, mais je l'ai fait. Je voulais en avoir le cœur net, je vous dis. Et une fois que vous voyez une page, à ce moment-là, il y a tel mot qui va vous capter. Ah, tiens, étoile mystérieuse, dans la même phrase. Peut-être que ça a un rapport avec l'étoile mystérieuse. Vous voyez un truc, un vol de bijoux, vous voyez ceci, cela. Donc j'ai compilé comme ça toutes les pages qui pouvaient avoir un lien avec une œuvre ou l'autre. Toutes ces pages-là, je les ai mises dans 24 albums, puis ensuite dans les aventures de Quick et Flip, parce qu'elles sont aussi dans le Petit 20e. Personne n'a jamais étudié. Les fameux gags. Mais oui, personne ne les a jamais étudiés. Pourquoi ? C'est quand même dingue. Vous avez là-dedans la lecture de l'actualité au jour, à semaine après semaine dans Quick et C'était Flip. un hebdomadaire. Mais ouais, ouais, c'est un hebdomadaire. Puis les autres, après aussi, ont été des hebdomadaires. Donc je me suis plongé là-dedans. Et oui, et donc vous avez relu toute l'œuvre de Tintin et tout. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez déniché qu'on ne savait pas sur Tintin au pays des soviets ? On le rappelle, c'est le premier album des aventures de Tintin qui a été publié en 1930. Déjà dans le Petit 20e,
on fait allusion à la principale source d'Hergé, qui est donc Moscou sans voile, dont Hergé s'est inspiré. On en parle déjà dans le petit 20e. Ah oui, c'est le livre de Joseph Douillet, c'est ça? Exactement, Ouais. ancien, voilà, qui a vécu pendant très longtemps en URSS, qui habitait là-bas, et puis qui a été ensuite persécuté par les soviets, etc. Donc il fait un rapport terrible de ce qui se passe là-bas, mais on en parle déjà dans le petit 20e. Mais il y a aussi une actualité. Il y a un général qui se fait enlever. Il y a un attentat. Ici, en Belgique ou dans Belgique, voilà. Ouais. Alors Hergé transpose carrément ces éléments-là et il en fait un élément narratif puisque rappelez-vous, le Tintin au pays des soviets s'ouvre par un attentat qui a lieu dans un train. Et donc le train explose et Tintin en sort indemne miraculeusement. C'est tiré d'un fait divers réel qui est relaté dans le petit 20e. Ça, on le dit pour les soviets, mais ça va de soi que c'est pareil pour tous les autres. Hein. C'est-à-dire vous avez 10, 20, 30 anecdotes, morceaux d'histoire, bouts d'actualité, etc., brèves, qui sont reportés, transcrits tels quels. Au mot près, parfois. Il prend l'actualité, c'est-à-dire il regarde telle ou telle actualité, et après il va la réutiliser pour son album. Oui, actualité, mais aussi des livres. Par exemple, Tintin en soviet, il y a le fameux livre Le Tour du monde en 44 jours de Pál Halud, paru en 1928, qui l'a vraiment inspiré pour cet album. Bien sûr, il y a ce jeune Danois qui s'appelle Pál Halud, qui gagne un concours. Il fait un concours pour un journal danois, et il gagne le concours. Et le gars qui gagne le concours, le gamin, en l'occurrence, il avait peut-être 14 ans à cet âge-là, il gagne un tour du monde. Excusez du peu, c'était pas trop mal. Oui, donc, sur les traces de Jules Verne. Sur les traces de Jules Verne, c'était ça l'idée. Hein. Donc en fait, il publie son bouquin à la suite. Il a que 14 ans, le gars. Il fait tout ça. Hergé voit ce personnage, voit ce petit reporter en herbe qui est tout jeune, qui porte une culotte de golf avec un vêtement. Ah oui, déjà. Mais mais tout ça, c'est dans le petit 20e. Et il a un manteau à carreaux. Un manteau à carreaux. Ouais. Si vous regardez les premiers dessins de Tintin dans les premières cases du petit 20e, il a un pantalon de golf à carreaux et il porte un manteau à carreaux. C'est pas le Hulde. Et il pose effectivement un an avant Tintin sur la place rouge. Et son retour est acclamé par une foule en liesse. Oui. Et vous dites effectivement que le faux retour de Tintin du pays des soviets est inspiré du vrai retour de Pál Halud, c'est ça? Complètement. Ça va même vachement plus loin que ça. Parce que quand vous regardez les photos qui ont été prises du faux retour de Tintin sur la place, sur une place en Belgique, c'est exactement quasiment la même vue et le même la même perspective, la même perspective que ce qu'il y a dans le bouquin de Pál Halud et qu'on va retrouver après dans le livre dans la dernière image de Tintin au pays des soviets. Donc on a une espèce de chronologie de généalogie de l'image. Est-ce que juste pas on va passer à travers, mais quand même, est-ce qu'il y a eu tout de suite une réaction très forte de censure, etc., de Tintin au pays soviet? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu, quand il a paru dans les années 30, quelle a été la réaction? Non seulement il n'y a pas eu de censure, mais en plus de ça, il a capté tout de suite les enfants, les jeunes. Il s'est vraiment bien vendu. Et le mentor d'Hergé, qui était un abbé, qui s'appelait l'abbé Norbert Wallet, a eu quelques idées de génie. C'est un peu lui qui a créé Tintin aussi en background, si j'ose dire, en coulisses, parce qu'il a eu l'idée de compiler toutes ces planches-là et d'en faire un livre, donc une bande dessinée. Il n'y en avait pratiquement pas, mais en tout cas pas pour Tintin, puisque c'était le premier, et de le proposer aux abonnés du petit 20e, et il s'est vendu comme des petits pains. Alors, à peine de retour d'Union soviétique, Tintin part au Congo. Pourquoi Hergé l'envoie vers cette colonie belge et pas en Amérique ? Là, tiens, justement, comme on a parlé de l'abbé Norbert Wallet, lui, il a été parachuté au XXe siècle d'ailleurs, parce que le XXe siècle était un journal qui était en train de perte de vitesse totale, et il a été parachuté là pour essayer de rebooster un peu les ventes. Et il a eu une idée, encore de génie, cet abbé Wallet là, qui était très contestable comme personnage, qui était un admirateur de Mussolini, tout ce que vous voulez, ça c'est une autre histoire. Mais il avait un génie marketing. Le lundi, on va faire un journal pour les femmes. On va faire un supplément pour les femmes. Le mercredi ou le jeudi, je sais plus, à l'époque c'était le mercredi, je crois. On va faire un supplément pour les enfants et on va faire aussi un supplément culture. Et tout ça, ça va capter un public qui n'était pas lecteur de ça. Et c'est comme ça que le petit 20e est né. Et c'est aussi comme ça que Norbert Wallet a dit à Hergé, dans un premier temps, tu vas l'emmener en Union soviétique, tu vas dénoncer tout ce qui se passe là-bas et tu vas casser du soviet. C'est exactement ce qui se passe dans... Et après, tu pars au Congo. Et juste, il avait quel âge, Hergé?
à ce moment-là? 20 ans. Il est 20 ans, oui. 20 ans. Il a commencé, oui. Ouais. En fait, non, il est rentré au petit 20e en 1927 à l'âge de 20 ans. D'accord. Il est né en 1907. Donc, en fait, pour résumer, Tintin au Congo, c'est un album de commande. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faut le rappeler, cette colonie avait besoin de cadres, c'est ça. J'allais le dire, voilà, c'est ça. Donc, en fait, là, le second envoi de Norbert Wallet, l'album de commande qui demande à Hergé, vous avez fini avec les soviets, vous allez l'emmener au Congo, parce que là-bas, il faut créer l'envie aux autochtones d'aller là-bas, d'appliquer quelques cadres le fameux Congo blancs, le fameux Congo belge. Voilà. Donc c'était un album de commande. Hergé, il a dit à Norbert Wallet, non, j'aimerais bien l'emmener en Amérique, parce que là, au moins, il y a des Indiens, ça m'intéresse. C'est un ancien scout indianiste, Hergé. Et l'autre lui dit, non, tu vas l'emmener au Congo. Alors justement, là, dans ses aventures au Congo, Tintin parvient à démanteler donc un trafic de diamants entre l'Afrique, justement, et les États-Unis, où il voulait aller. Qu'est-ce qui a inspiré ce récit à Hergé? Mais c'est pareil, c'est tiré du petit 20e. Vous avez quasiment en filigrane. Toujours le petit 20e. Toujours le petit 20e. Puisqu'à l'époque, il y a Tintin, Journal Tintin, tout ça, c'est arrivé après. Il lit dans le petit 20e que le Congo est le deuxième pays producteur de diamants au monde. C'est ça. OK ? Mais lui, il a dans l'idée d'emmener toujours Tintin en Amérique. Donc, qui c'est qui pilote le trafic de diamants ? Al Capone. Voilà. Au Congo, il trouve une pirouette assez géniale. C'est Capone qui pilote tout ça depuis... voilà. Et puis alors après, il alimente son récit avec des tas d'anecdotes qu'il a trouvées dans le petit 20e. Et là, je tombe sur autre chose. Quand j'arrive à ce niveau-là, il y a une rubrique « Nous lirons ». Nous lirons, qui propose de la lecture aux jeunes enfants. Et quand Hergé travaille sur le Congo, nous lirons, comme par hasard, que des bouquins qui parlent du Congo. Alors, je me suis dit, je vais quand même aller jeter un œil à ces bouquins-là. Et là, j'en ai toute une liste de bouquins à la fin de mon propre livre. J'ai listé toutes les sources potentielles d'Hergé qui n'ont jamais été publiées, jamais été mentionnées par personne. Oui, c'est ce que vous faites dans le livre. Y compris par moi. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Hergé, la bibliothèque imaginaire. Il n'y a aucun de ces bouquins dedans parce que j'en ignorais complètement l'existence. Et là, je trouve toute une bibliographie inédite où je me rends compte qu'Hergé a lu ça. Donc Hergé était un grand lecteur quand même, il lisait beaucoup. Évidemment, bien sûr. Et il se renseignait beaucoup sur les endroits où il allait envoyer ses personnages. Il lui fallait de la matière, il lui fallait des récits, des ressorts narratifs bien entendu, mais il lui fallait de la matière aussi. Il fallait quand même qu'il sache un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Il y a du diamant, mais il y a aussi du caoutchouc. Et il y a un passage effectivement sur la fabrique de caoutchouc. Et puis il y a aussi des pygmées. Donc il y a un passage sur les pygmées, etc. Tout ça, il le voit dans les pages du petit 20e, sous forme de récits d'autres collègues, sous forme d'anecdotes, enfin de brèves d'actualité, etc. Et puis aussi, nous mentionne sa bibliographie. Parce que qui est-ce qui fait la bibliographie à l'époque, au début, qui propose les livres ? C'est Madame Hergé. Donc on vient de pas me dire qu'Hergé était pas au courant. Germaine, qui était la secrétaire de l'abbé Vallée, c'est ça. Voilà, vous êtes tout bon. Alors en 1932, Tintin, exactement. Alors en 1932, Tintin part en Amérique. C'est la première fois donc qu'Hergé vole de ses propres ailes, donc il n'obéit plus aux ordres de Vallée, qui a été viré lui du 20e. Que s'est-il passé ? Racontez-nous. Norbert Wallet, il avait aussi, c'était un personnage assez charismatique, mais qui avait des opinions bien tranchées. Et à ce moment-là, il tape un peu du poing sur la table en disant que ce canal Albert, vous savez, ce canal Albert qui va de Liège à Anvers, là, et qui traverse toute la Belgique, 140 km, je crois. Il y a des malfaçons, il y a eu des tas de trucs qui vont pas, etc. Et puis, il donne un coup de pied dans la fourmilière et il utilise le journal, son propre journal, qu'il considère comme son propre journal. Alors, c'est pas lui, il est que directeur, et il utilise ça pour se faire entendre et puis pour faire entendre sa voix. Et là, on lui dit, attends, monsieur l'abbé, vous êtes bien gentil, mais là, ça va pas le faire. Vous êêtes viré. Les actionnaires le virent. Voilà. Et donc, il se fait carrément jeter officiellement, il a posé sa démission. En réalité, il s'est fait virer. Donc, il arrête ça. Et Hergé, d'un seul coup, il se retrouve avec une chape en moins. Il reste très ami avec ce Norbert Wallet, mais il n'a plus quelqu'un pour lui dire, tu vas emmener Tintin ici, faire ce que je vais te dire de faire. Donc effectivement, du coup, il part en Amérique. Et c'est un tournant vraiment dans son œuvre. Alors, dans les années 30, son sentiment à l'égard de l'Amérique est quand même assez ambigu. Ça oscille entre fascination et rejet. Expliquez-nous. C'est exactement ça. Il fait à peu près le même, le même réquisitoire en Amérique qu'il a fait au pays des Soviets. Il faut savoir, on est en Europe à cette époque-là, on est entre les deux guerres là. Il y a une crise mondiale en 29.
49, il y a le crash, voilà, crash boursier, qu'on connaît tous. Et puis il y a l'Europe qui est pris en étau là entre le marteau et l'enclume, sans faire de mauvais jeu de mots. Le marteau est comme aujourd'hui. J'allais le dire, comme aujourd'hui. Donc d'un côté le bloc de l'Est et de l'autre côté le bloc de l'Amérique. Alors évidemment, en Amérique, il y a pas mal de choses qui vont pas très très bien aussi. C'est la corruption absolument à tous les niveaux. C'est les gangsters qui font leurs lois dans la rue et qui font des kidnappings et qui sont même organisés en société, etc. Il y a une société de surconsommation qui jette, enfin voilà, Hergé n'est pas du tout d'accord avec ça. Ça, il le découvre dans plusieurs autres ouvrages aussi, y compris surtout dans les pages et dans les lignes du petit 20e, encore une fois. Mais l'Amérique, c'est toujours le petit 20e. Et dans les scènes. Oui. Non, il y a aussi le livre Scènes de la vie future de Georges Duhamel. Aussi. Non, mais vous avez tous les deux raison, parce qu'effectivement, le livre que vous dites, Céline, c'est vrai qu'il s'est inspiré de les scènes de la vie future de Duhamel, mais il y a largement autant, sinon plus d'anecdotes dans les pages du petit 20e et semaine après semaine. L'enlèvement de Charles Lindbergh, c'est un feuilleton, il est chroniqué semaine après semaine. Quand ce feuilleton-là captive les petits lecteurs du petit 20e, qu'est-ce qu'il fait Hergé? Qu'est-ce qu'on va enlever Il faut rappeler qu'effectivement, donc cet aviateur s'était fait enlever son bébé, c'était le 1er mars 1932, et donc Hergé va faire enlever Milou, c'est ça? C'est exactement ça. Il transpose encore une fois cette anecdote-là qui est terrible. On l'a retrouvé mort. Alors attends, je vais intervenir. Simplement, je voudrais savoir quand est-ce qu'a commencé, vous le racontez, mais Milou. Comment Milou est entré dans la vie d'Hergé. Milou. C'est une drôle d'histoire parce qu'en fait. Parce que Milou, on ne voit pas Tintin sans Milou, ça n'existe pas. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est plus que tous les autres personnages. C'est le premier interlocuteur de Milou. On ne sait même pas trop s'il lui parle ou s'il pense dans sa tête. On ne sait pas trop exactement. Milou, il est inspiré d'un petit chien qui apparaît dans une bande dessinée de Rube Goldberg. La bande dessinée s'appelle Bob McNutt, 2 ans avant qu'Hergé ne commence à dessiner Milou. Ce petit chien-là, je fais des conférences je m'amuse à projeter des images et je demande aux gens, vous connaissez ce petit chien? Et là, il y a 200 doigts qui se lèvent. Milou. Non, c'est pas Milou. C'est Bertha Zotis Hund, c'est la chienne de Bob McNutt. Et là, je montre la chienne en question, avec son maître, là. C'est Milou, mais c'est décalqué, quoi. Et après, il y a une légende sur le nom de Milou. Parce que la petite amie d'Hergé s'appelait Marie-Louise, on la surnommait Milou. Bon, pourquoi pas? C'est possible, j'en sais rien. De là, appeler son personnage du nom de sa petite amie, ça paraît un peu curieux. Mais à chacun, Milou qui détestait les bêtes qui parlent. Il n'aimait pas les perroquets d'Hergé. C'est pas son truc. Alors, parlons à présent du Lotus Bleu. Vous racontez que c'est à partir de cet album qu'Hergé s'est vraiment intéressé aux gens et aux pays vers lesquels il envoyait Tintin. Quel a été le déclic? En fait, il s'est intéressé avant, puisqu'on a bien vu qu'il lisait l'actualité sur tous les pays. Déjà, le Congo, etc. Tout ça, il s'est déjà bien inspiré de... Mais là, il s'en est davantage... Parce qu'il a un collègue, qu'est-ce qu'on pourrait dire, un scénariste de l'ombre, un peu, qui est Chang, le vrai Chang, le personnage Chang, qu'il a retrouvé bien plus tard, à la fin de sa vie. Et ce Chang-là lui dit, attention, n'écrivez pas n'importe quoi sur les Chinois. On n'est pas que des mangeurs de nids d'hirondelles. Et on a arrêté depuis pas mal de temps. Il n'y a pas que le pangolin et les chauves-souris en Chine. Voilà, il n'y a pas que ça. Et on a arrêté de martyriser les femmes en leur raccourcissant les pieds pour leur faire les rendre plus jolies. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Moi, je vais vous dire ce qui se passe et je vais surtout vous raconter comment la Mandchourie actuellement est sous le joug de l'envahisseur japonais. Il est vraisemblable que Hergé n'aurait peut-être jamais mentionné les Japonais si Chang n'avait pas été là pour lui dire attention, voilà ce qui se passe en réalité. Et donc on doit à Chang tous ces idéogrammes, c'est ça? Ah oui. Ouais, complètement. Ouais. Mais ça, le conflit en Mandchourie, il est chroniqué semaine après semaine dans les chroniques d'actualité du petit 20e. Et pour en revenir à notre histoire de bouquin là, au moment où Hergé écrit le Lotus Bleu, devinez ce qu'on nous propose de lire dans le petit 20e. Pléthore de bouquins sur la Chine, comme par hasard, et de nouvelles, et de récits, etc. Et donc là, on découvre encore tout un pan de bibliographie inconnue
C'est ça qui est fascinant dans votre livre. C'est vrai, que tous les lecteurs, enfin tous les lecteurs de Tintin, vous leur donnez un peu la grille. Non, mais c'est vrai, c'est la grille d'interprétation de tout ça. Que j'ai découvert, je ne la connaissais pas non plus. Après, je suis allé les voir, ces bouquins-là, quand j'ai pu. Parce que c'est encore au 2e degré. Déjà, trouver les petits 20e, machin, ça n'a pas été facile. Les scanner, etc. Mais aller trouver les livres dont Hergé fait référence dans certains dans la rubrique Nous lirons, là, où les chroniqueurs font référence dans la rubrique Nous lirons, alors c'est encore plus difficile. J'en ai trouvé quelques-uns, et là encore, ça vous saute aux yeux. Vous avez des images entières qui sont reproduites dans les albums en question. Il faut le préciser, parce qu'avant Chang, Hergé n'avait pas eu de conseiller, en quelque sorte. Pas tout à fait d'accord. L'abbé Vallée, c'était pas mal quand même. Non, mais c'est différent. L'abbé Vallée, tout à fait d'accord. Il lui imposait, c'était pas Russie, un conseiller. Quand il emmène son personnage en Russie, il se trouve qu'il y a 2 Russes blancs, d'anciens Russes blancs, qui travaillent au petit 20e, et ces Russes blancs, notamment le comte Perovski, lui ont donné des renseignements super précis. Et là aussi, encore, c'était pas autant des scénaristes que Chang, parce que Chang a vraiment bossé avec lui, mais il lui donnait quand même des conseils. Attention, n'écrivez pas n'importe quoi, dites ça, racontez ça, etc. En tout cas, de nombreux procès ont été faits à Hergé après la guerre, racistes, antisémites, anti-musulmans, sexistes, fascistes. Et l'était-il vraiment ? Eh bien, on vous dit toute la vérité sur Sud Radio avec Bob Garcia, notre invité. La guerre a vraiment affecté l'œuvre d'Hergé, on peut le dire. Selon vous, il a collaboré avec l'ennemi par conviction ou opportunisme ? Opportunisme, vraiment, très clairement. Comme je le disais tout à l'heure dans la première partie de cette émission, au moment où les Allemands arrivent en Belgique, le XXe siècle met la clé sous la porte, il arrête complètement toute publication. Le petit XXe aussi, bien entendu. Hergé se trouve sans job. Il a plus ce boulot-là. On lui enlève sa passion principale. Tintin est devenu vraiment il est omnubilé par ça. Il ne vit que pour ça et que par ça. Il n'a plus rien et il n'a plus aucune possibilité de se faire connaître et de faire connaître son œuvre. Sauf que, en même temps, il y a Le Soir, le fameux journal Le Soir, qui lui tombe aux mains des Allemands, lui continue à être publié. Évidemment, il y a un pro-allemand qui est nommé à la tête voilà, et qui lui propose à Hergé, pourquoi tu viendrais pas continuer à faire tes bandes dessinées chez nous pour essayer de faire perdurer cette œuvre-là, puis peut-être de faire rêver un peu les gamins aussi dans une période difficile. Et il se trouve que Le Soir en question, il tire à, je sais pas combien, 10 fois plus que le XXe siècle. Donc non seulement il a une opportunité de continuer son job, accessoirement de vivre aussi, d'avoir un salaire. Et d'avoir un public beaucoup plus élevé. Et d'élargir son public. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? C'est facile de juger avec le recul. Est-ce qu'on aurait collaboré ? Vaste question. Alors effectivement, donc dans Le Soir, c'est la question de la combe Lucien, ça. Mais enfin, c'était le problème. Alors dans Le Soir, il va effectivement donc publier L'Étoile mystérieuse. Mais selon vous, ces caricatures n'avaient aucune connotation antisémite ? Alors il a caricaturé, il a fait une case avec deux juifs qui parlent et qui disent l'Étoile mystérieuse, c'est vous vous souvenez, c'est un météore qui va frapper la Terre et la fin du monde est programmée. Et il y en a un qui se frotte les mains, qui dit c'est une super affaire parce que je dois 10 000 francs à l'autre, là, et puis si c'est la fin du monde, je ne vais pas lui payer. Ça tombe pas très très bien cette affaire-là. Sauf que quand on épluche le petit 20e, et on en revient encore à cette histoire-là avant-guerre, jusqu'en 39, jusqu'en 40, c'est truffé de vannes. Ce type-là. C'est truffé. Non, mais il y avait dans toute l'Europe, il y avait une espèce de doxa aussi. Bien entendu. Je dis pas que c'était bien, mais il y en avait effectivement. Partout. Et vous le dites et vous le soulevez dans votre livre, effectivement, dans le petit 20e, mais la caricature portait quand même essentiellement sur l'avarice supposée des Juifs. C'est ça. C'est le cas aussi dans l'Étoile mystérieuse. Donc il reprend cette idée-là, et puis il se dit finalement, c'est aux mains des Allemands, ils sont pas très sympas avec les Juifs, ils ont pas l'air d'adorer tellement les Juifs. Allez, on va glisser cette petite vanne et on fait plaisir à l'employeur. Donc là, Hergé, il a été non seulement opportuniste, mais il a été un petit peu aussi, opportuniste dans tous les sens du terme. Et oui, parce qu'il faut quand même rappeler ces caricatures. Et pourquoi vous avez mis, sur la croix gammée sur la couverture. Ouais. Non, je veux dire, c'était justement pour souligner cet aspect un peu. C'est exactement ce moment-là qui me paraît un moment clé. Et c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant cette couverture, c'est pas un livre à charge. C'est pas quelque chose à charge. Vous soulignez la réalité des choses. Il a effectivement
effectivement collaboré en toute connaissance de cause, et même c'est un choix, absolument, c'est un choix personnel qui lui a permis d'exploser. Si il n'y avait pas eu le soir volé pendant la guerre en Belgique, et si Hergé n'avait pas continué à publier ces bandes dessinées pendant la guerre, il est vraisemblable que ce débat n'aurait jamais eu lieu là. Et qu'on n'aurait même plus jamais entendu parler de Tintin. Et qu'on n'aurait jamais entendu parler d'Hergé en plus, etc. Voilà. Mais il n'y a pas, donc effectivement, on a parlé effectivement de ces personnages, mais il y en a plusieurs quand même. Rastapopoulos, Sakharine, c'est quand même des personnages qui soulèvent quand même le débat. Ils soulèvent les débats. Avec leur nez crochu, leur barbe, leur petite coiffe. Je les ai épluchés. Et oui. Effectivement, dès les soviets d'ailleurs, il y a Hergé, Tintin achète son costume chez un marchand yiddish. Ok. Il n'y a aucune... Et le costume est bien taillé, il est content, il le paye. Il n'y a pas d'animosité ni quelque chose de négatif vis-à-vis de ce marchand. Il aurait pu être... Après tout, on peut dire aussi que... Blumenstein aussi est une caricature du juif parvenu. Mais ce que je voulais savoir, c'est que dans cette période-là, donc, est-ce que Hergé a participé... Enfin, lui faisait ses Tintins dans le soir, c'est bien ça. Est-ce qu'il a aussi... C'est-à-dire, est-ce qu'il a participé à des campagnes de propagande précise ou pas du tout? En dehors, je parle de ce qu'il faisait. Il n'était pas fasciste. Non. J'ai épluché complètement toute son œuvre à la recherche de quelques indices qui pourraient nous laisser penser qu'il pouvait être antisémite. Il a crié avec les loups et il a été, désolé de le dire, lâche. Parce que quand il a su ce qui se passait avec les Juifs en Belgique, il a su que les Juifs étaient traités moins bien que qui étaient déjà pas bien traités d'ailleurs, moins bien traités que la population belge d'origine. Eh ben, il s'est fermé comme une huître. Il n'a pas voulu le savoir. Il a fait la politique de l'autruche. Donc il a été opportuniste et lâche. Voilà ce qu'il a été, Hergé. Mais antisémite, non. Alors, au cours de votre enquête, est-ce que vous avez trouvé des preuves de son racisme anti-noir, notamment dans les pages du Petit 20e? Alors, j'ai trouvé les preuves de l'inverse. C'est-à-dire quand Hergé, il écrit, alors ça c'est sous sa plume, un noir, un Africain lui dit: je voudrais bien aller aux États-Unis pour découvrir ce que c'est là-bas, c'est un pays de cocagne, on vit mieux, etc. Et Hergé écrit noir sur blanc: n'y allez surtout pas. Si vous allez là-bas, vous allez être traité comme le dernier, le moins que rien. Si en plus vous êtes meilleur que des blancs, alors là vous allez être mis plus bactère. Et là, de dénoncer la loi du lynch, la ségrégation raciale. Et c'est pas qu'une seule fois qu'on voit ça. Et c'est pas que sous la plume d'Hergé, c'est aussi sous la plume de Paul Jamin, son proche collaborateur. Les Noirs ils prennent systématiquement la défense des Noirs et qui sont souvent présentés la plupart du temps et tout le temps même comme des victimes de la ségrégation là-bas. Donc non, Hergé raciste, c'est un contresens absolu. Il a évidemment, là encore, fait preuve d'un petit peu de complaisance vis-à-vis de son employeur quand il a écrit Tintin au Congo. Il a présenté les Noirs comme des gens un peu indolents, un peu on lui reproche, pas envie de travailler, etc. On lui reproche surtout le langage utilisé dans cet album. Oui, mais enfin, ça, on est en 2023, c'est le langage qu'on a utilisé à l'époque, c'était même un langage qu'on avait créé exprès pour pouvoir communiquer avec ces populations, avec un langage minimaliste, on va dire. Il n'y avait pas de connotation négative vis-à-vis de ce langage, et c'était le langage qu'on utilisait. Il l'a utilisé aussi. Et puis il ne faut surtout pas, il faut quand même, parce qu'on voit aujourd'hui 2023 avec les woke et compagnie, on ne peut pas, juger certaines choses, évidemment, on peut les juger et les condamner. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprécier en 2023 avec l'époque de 1940. Oui, tout est 38. Mais alors, comment vous expliquez les invectives du professeur Haddock? Du capitaine Haddock, donc Crabe. Capitaine Haddock, je pense qu'elles viennent, comme l'a analysé très justement un historien, elles viennent de Céline, de Bagatelle pour un massacre. Parce qu'il faut le rappeler, il parle effectivement de jus de réglisse, de macaque, de cannibale quand même. À ce niveau-là. Et oui. Oui, tout le monde des employés. Ça me choque pas. C'est souvent des invectives qui sont complètement décalées, qui n'ont pas de sens par rapport au contexte. Et puis, effectivement, je croyais que vous alliez me parler des autres invectives quand il dit, je sais pas quoi, moule à gaufre, etc. Ça me viendrait pas à l'esprit d'insulter quelqu'un en l'appelant moule à gaufre. Ça n'a pas de sens. En quoi c'est une ou même bachibouzouk. Bachibouzouk, voilà. À ce moment-là, est-ce qu'on stigmatise les bachibouzouk en
en écrivant ça. Non, il n'y a aucune connotation négative là-dedans, dans ces invectives. Et dans Tintin en Amérique et dans Le Crabe aux pinces d'or, les détracteurs d'Hergé disent qu'il a remplacé les noirs de la version originale par des blancs et que c'est la preuve de son racisme anti-noir. Quelle est votre vérité? Alors c'est la preuve inverse. Et c'est des gens très mal informés. Parce que si Hergé a effectivement blanchi, entre guillemets, ces personnages noirs dans Tintin en Amérique, en l'occurrence, et même en Crabe aux pinces d'or, c'est la demande de l'éditeur américain. Ah. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la bande dessinée n'est pas mixte. On ne voit pas des noirs et des blancs ensemble dans une même bande dessinée. Si en plus les noirs ont un job correct et ça va pas. social, ça va pas. Non, on peut pas les mettre là-dedans. Par contre, vous voyez bien un gangster noir au début de Tintin en Amérique. Tiens, bizarrement, le gangster de la bande Capone. Ouais. Celui-là, bizarrement, n'a pas été blanchi. Ah bah oui, forcément c'est un méchant, donc ça va, on peut le laisser. Donc c'est un contresens absolu. Ceux qui ont détecté effectivement que Hergé avait transformé des personnages noirs en personnages blancs n'en connaissent pas la raison profonde. Oui, c'est tout, non, mais parce qu'il résonne en 2023 avec avec le manque total de ce qu'était l'époque. L'époque, oui, c'est ça. C'était bien, que les critères. Ah non, c'était pas bien, c'est sûr. Mais effectivement, c'est des critères d'époque, et puis surtout, c'était pas une volonté d'Hergé. On lui a demandé de retirer ces personnages-là, comme on lui a demandé aussi de retirer le passage où les Indiens se font virer à coups de baïonnette par des exploitants de pétrole, là. Et Hergé a refusé. Ça, jamais je n'enlèverai. Donc il a pris la défense des Indiens. Aujourd'hui, qu'on vienne dire en Ottawa que Tintin en Amérique est un pamphlet anti-amérindien, c'est un contresens. On est complètement à côté de la plaque, et puis par manque effectivement de recul et de culture aussi. Et oui, vous parlez d'Ottawa parce qu'effectivement à une époque, certains Amérindiens avaient demandé effectivement le retrait en librairie de cet album de Tintin. Oui, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps. Parlons de la misogynie de Céline. Non, parlons avant de Hergé anti-musulman. Alors cette question fait débat. Pourtant, effectivement, il était fasciné par l'Orient. Vous le racontez très bien dans votre livre, et c'est fascinant la façon dont vous le racontez. Il a parlé du monde arabe dans 4 albums, et dans le dernier qui est inachevé. Est-ce que dans vos récits, vous avez effectivement relevé des connotations racistes ou pas ? Non, là aussi, il fait la caricature de toutes les populations. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il est raciste vis-à-vis des Portugais à cause du seigneur da Silva. Il est raciste vis-à-vis des Belges. Pourquoi pas des Belges blancs, parce qu'il les présente aussi sous un mauvais jour. Hein. Quand on voit Séraphin Lampion, c'est le Belge aussi. Il n'est pas au sommet de son... C'est le génie des Abruzzes. Voilà, c'est ça. Donc à ce moment-là, on va décliner ça sur toutes les populations. On va dire qu'il est raciste contre tout le monde. C'est débile. Il fait des caricatures, il prend des traits de caractère de certaines populations et il en fait des gags. Mais je trouve ça, c'est vachement bien, c'est de la satire, c'est une façon humoristique de présenter l'autre. On lui a surtout reproché à André, vous savez, c'est ces fameux dessins dans lesquels les Dupont, effectivement, rentrent dans une mosquée sans se déchausser, et ils en ressortent, effectivement, avec un coup de pied dans le derrière. Oui, mais c'est les Dupont qui en ressortent un coup de pied dans le derrière, justement. Exactement. Tout est dit. Oui, en fait, il se moque des Dupont. Non, mais c'est ce qu'on lui a reproché, André. C'est ce qu'on reproche les Noirs. Non. Mais tout est dit. Oui. Non, mais il y a une chose intéressante, c'est que moi, je ne parle pas de racisme ou pas, c'est pas le problème, mais il y a quand même l'image qu'on voit très très souvent des gens qui disent on en a marre des immigrés, etc. Vous avez cette fameuse caricature où il y a un arabe, un oriental qui prie en train de s'accroupir, et je ne sais pas si c'est Tintin ou quelqu'un d'autre qui lui faut un formidable coup de pied au cul. C'est encore une fois les Dupont, qui sont effectivement tout le temps à côté de la plaque, et qui ont un mirage en plus. Ils disent, ça c'est encore un mirage, il y en a marre de ces mirages, on va virer ça à coup de pompe dans le... Et même manque de peau, c'est pas un mirage, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de prier. Et qui est-ce qui est tourné en ridicule ? C'est le blanc, le Belge. Oui, ce que vous dites en fait, qui n'a rien compris en fait. C'est qu'il caricaturait un peu tous les archétypes de l'époque. Oui. Et lui en faisait effectivement. Non, moi, ce que je crois, c'est vrai, c'est que si on dit il est raciste parce qu'il dit ça, et à ce moment-là, vous pouvez prendre toute la littérature mondiale. Tout. Je veux dire, tout est raciste à ce moment-là depuis des siècles. Hein. Alors on peut faire pareil pour la littérature qui vient, j'en sais rien, moi, du Congo, d'Égypte, et puis dire tous ces gens-là sont aussi racistes vis-à-vis
vis-à-vis. Non, je crois qu'on a une vision. L'autre nous intrigue toujours et nous amuse. On voit plus la poutre, enfin la paille qu'il y a dans l'œil du voisin que la poutre qu'on a dans le sien. Et c'est ça que ça reflète. Juste un petit mot encore pour revenir sur l'histoire des Dupont qui sont virés à coups de pied dans le derrière de la mosquée. C'est pas de lui. C'est pas de lui, c'est une image d'une publicité de Beuville, pardon. Bien vu, oui, de Beuville, exactement, pour Dantol, qui faisait des petites publicités en 4 vignettes comme ça. Et vous mettez la publicité de Beuville, les dessins de Beuville à côté de ceux d'Hergé, c'est décalqué, c'est la même chose, c'est la même séquence. Il a trouvé cette image marrante, il l'a reproduite comme il a fait pour tant d'autres sources, Pompée en l'occurrence dans le petit 20e, dans le journal Tintin. Alors au procès que l'on fait à Tintin, misogyne, sexiste, et pour cause, c'est vrai que dans Tintin, il y a quand même très peu de femmes, Bob Garcia, comment l'expliquez-vous? Est-ce que aussi une question d'époque, la BD à l'époque, effectivement, je crois qu'il y avait peu de femmes dans la BD avant les années 60. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans Hergé, il y en a dans Tintin, effectivement. Maintenant, est-ce que l'œuvre d'Hergé doit être réduite à Tintin? Si on fait cet axiome-là, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, donc il est misogyne, etc. Maintenant, si on regarde tout ce qu'il a fait par ailleurs, et je parlais au début de cette interview du petit 20e, Madame, du supplément d'âme. Hergé dessinait là-dedans, dans ce supplément d'âme. Il dessinait vraiment des canons de beauté de l'époque. C'est vraiment des modèles de femmes magnifiques. Très filiformes, très fines, très peu de ça. C'était pas bon. Est-ce qu'il y a un album d'Hergé qui a repris ces dessins, de femmes, etc. Mais il faudrait faire un album. Oui, dans un livre. Non, alors malheureusement ça n'a pas été fait, mais il faudrait effectivement le faire pour restituer une certaine vérité. Oui, c'est intéressant de voir les dessins d'Hergé de femmes, de modèles. Oui, parce qu'en plus, il a fait beaucoup de publicité aussi, c'est ça. Hein. Très bien vu aussi, c'est qu'effectivement il a fait des publicités pour des marques de voitures, pour des tas de choses, etc. Bien souvent il y a une pinote de l'époque, une belle femme, et je peux vous assurer qu'il les dessinait magnifiquement bien. S'il était misogyne, en tout cas il n'était pas misogyne contre sa première femme, Germaine, qui était canon, il l'a dessinée nue dans des tableaux magnifiques, et sa deuxième femme qui avait une 35 ans de moins que lui, je crois, qui était une de ses coloristes, qui s'appelle toujours Fanny Vlaminck, qui était elle aussi un canon, donc il était au moins déjà pas misogyne avec ces deux-là, et quelques maîtresses, avait du goût, quoi. Maîtresses qu'on va passer sous silence. En tout cas, on l'aura compris, selon vous, il n'y a aucun racisme dans l'œuvre d'Hergé, mais au contraire, une grande ouverture aux autres cultures, un grand respect, une grande tolérance envers elles. Les aventures de Tintin, André Berkoff, elles ont été vendues à plus de 270 millions d'exemplaires à travers le monde. Énorme. Incroyable succès. Comment l'expliquez-vous, Bob Garcia? On va en parler dans un instant sur Sud Radio, alors à tout de suite. Et oui, c'était un extrait de Tintin en Amérique, André Berkoff. Et il y a une semaine, la couverture originale de cet album, réalisé en 1942 par Hergé, a été vendue 2,16 millions d'euros au terme d'une bataille d'enchères au téléphone de moins de 3 minutes, Bob Garcia. Comment expliquez-vous cette somme, ce succès? Déjà, je peux vous donner un scoop, c'est pas moi qui l'ai acheté. Ah bon? Avec les ventes de vos livres, c'est pas possible, ça. Non, que font les éditions du Rocher? Si vous regardez bien, c'est marqué en bas dans mon livre, vente estimée par l'éditeur 230 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si on va y arriver. Pardon, c'était quoi la question? On vous le souhaite. Non, comment expliquez-vous effectivement que cette œuvre a été vendue, l'estimation est incroyable. Toute l'œuvre d'Hergé, déjà. C'est un record. D'une manière générale, toute l'œuvre d'Hergé tend à l'universalité. Il a gommé petit à petit au fur et à mesure des rééditions de ses albums, et certains ont été redessinés entièrement plusieurs fois. Hein. Oui, c'est le cas de l'Île Noire, c'est le cas de l'Or Noir justement aussi. Il a tendu à l'universalité. Tintin, il est pas belge, c'est un citoyen du monde, et il s'adresse un petit peu à tout le monde. Et en plus de ça, il n'intervient pas dans une époque donnée, dans toutes les époques. Il a essayé de gommer un peu toutes les références trop typées d'une époque, même s'il y a maintenant encore des choses qui datent un petit peu. Donc ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, dans le monde entier, et à toutes les générations. Donc voilà. En plus de ça, quand on regarde, pour en revenir à la question concernant la couverture de Tintin en Amérique, cette couverture-là, elle est composée véritablement comme une affiche de film. On a quasiment une affiche de film là, qui nous annonce qu'on va voir. Il y a un côté suspense, il y a un côté tension là-dedans. Qu'est-ce qui va lui arriver à Tintin? Il est sur un
photos de torture et il y a un Indien qui brandit une hache. Bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en plus de ça, je dirais, c'est même plus qu'une affiche de film, c'est quasiment une bande-annonce. Donc voilà, Hergé conçoit et réfléchit très très longtemps sur ses couvertures pour qu'elles soient quasiment parfaites et qu'elles aient l'allure de bande-annonce de ces bandes dessinées. Et elles sont évidemment magistralement bien dessinées. D'où le prix. Hergé devient un petit peu l'équivalent d'un peintre connu. Et oui, il y a 2 ans, il faut le préciser, la couverture du Lotus bleu datée de 36 a été vendue 3,2 millions d'euros. Impressionnant. C'était pas moi non plus d'ailleurs. C'était pas vous. Aujourd'hui, en tout, quel est l'album qui s'est le mieux vendu d'Hergé? À la colle, je crois il me semble que c'est le... Tintin en Amérique, non? J'aurais dit le Tibet, mais alors là je sais pas. D'accord, ok. Je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas. Mais alors vous avez dit 270 millions d'exemplaires à travers le monde, c'est ça? Ouais, 270 millions d'exemplaires effectivement à travers le monde, et ils ont été traduits dans plus de 170 langues et dialectes, c'est impressionnant. Vous parliez du Tibet. Tintin au Tibet a été accepté que très récemment en Chine. Bah oui, forcément, parce que quand il emmène Tintin dans le Lotus dont on parlait tout à l'heure, il prend la défense des Chinois contre l'oppresseur japonais, mais quand il emmène Tintin au Tibet, il va prendre la défense des Tibétains contre l'oppresseur chinois, parce que l'oppresseur chinois, il est complètement effacé, il n'existe pas. Et la seule personne qui incarne l'ordre là-bas, au Tibet, c'est l'équivalent du Dalai Lama, un petit peu ce personnage qu'on voit apparaître. Donc effectivement, ça n'a pas plu aux Chinois, et ils ont mis beaucoup de temps à accepter cet album de Tintin, parce que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire au Tibet, justement. Les premières éditions officielles, effectivement, sont apparues seulement en 2001 en Chine. Donc, avant, il y avait eu effectivement des contrefaçons, mais le boycott, effectivement, a duré très très longtemps. Tintin au Tibet chinois, ce qui n'était pas exactement le titre d'Hergé. Alors, oui, André Alizé. Mais non, juste aux États-Unis, il en vend beaucoup moins qu'ailleurs. Alors, il a du mal aux États-Unis, ça, c'est culturel. On voit un personnage qui est quand même très typé européen, qui a des préoccupations d'Européens. Puis même dans son look, c'est pas un look d'Américain. Il est banal, il n'a pas de cap, il n'a pas de super pouvoir, il vole pas dans les airs. Non, mais qui c'est ce mec-là? En plus, il a 17 ans, il conduit des voitures, des machins, tout ce que vous voulez, mais il n'a rien d'extraordinaire, donc ça séduit pas le public américain. Donc il n'a pas réussi à décoller, malgré des adaptations qu'Hergé a concédées pour ces pays-là, il n'a jamais réussi à décoller. Et oui, et Tintin reste méconnu en Russie. Alors là aussi, culturellement, pour des raisons culturelles, mais c'est l'autre face, je dirais. Là, on s'en fout qu'ils aient des caps ou pas des caps. C'est que culturellement, le russe n'associe pas l'image au texte. Mais de longue date, nous, on le fait depuis les représentations religieuses, par exemple. On a depuis très très longtemps associé l'image au texte. Les Russes, non. Encore récemment, il y a un ministre russe, il y a quelques années, pendant un salon du livre, qui déclarait de toute façon il n'y a que les débiles qui lisent des bandes dessinées. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de cette population vis-à-vis de la BD. Et il a fallu attendre la perestroïka dans les années 80 pour qu'on commence à s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur et que la BD commence un petit peu à éclore, à émerger en Russie, mais on est encore très très loin du compte. Ouais, c'est impressionnant. Une question qu'on n'a pas eu le temps de soulever tout à l'heure dans l'émission, qui fait débat. Hergé a-t-il été un plagiaire ou pas, selon vous? J'ai effacé ce paragraphe de mon livre. Il était prévu au départ. Il a plagié au moins 2 fois ou 3 fois, mais vraiment nettement à vraiment décalquer, quoi. Donc oui, il a plagié plusieurs fois, mais il faut aussi replacer les choses dans son contexte. Il a été tellement plagié, tellement copié lui aussi. À cette époque-là, on s'en battait pas trop. Et que celui qui n'a jamais plagié lui jette la première page. Exactement. Mais pour certains experts disent qu'il a carrément pompé Jules Verne de manière répétée. Il a pris plein d'idées dans Jules Verne, comme il en a pris plein dans le Petit 20e, comme il en a pris plein au cinéma, ce que j'explique dans un autre ouvrage. Juste un dernier mot. Est-ce que, moi j'ai l'impression, alors mais j'ai peut-être tort et corrigez-moi si je me trompe, j'ai l'impression en revanche que les jeunes générations connaissent plus Tintin.
Bah oui, c'est vrai. À quoi attribuer les 20, 25 ans, le millénium, tout ça, connaissent plus Tintin, alors que 3, 4 générations, 5 générations l'ont vraiment porté au nu. Trop politiquement correct, trop lisse, trop politiquement correct. Il a été remplacé par un Titov qui est un petit peu moins remplacé, c'est une façon de parler, mais non, je comprends. Titov pour les jeunes a plus d'attrait parce qu'effectivement il est moins politiquement correct, moins lisse que Tintin. Donc c'est effectivement un personnage un peu en perte de vitesse, faut bien l'admettre. Oui. C'est intéressant parce qu'effectivement c'est l'époque. Lui, il est connoté par une certaine époque, mais encore une fois, c'est pas le reflet de notre époque. Mais l'intérêt de tout ça, je voudrais juste dire quelque chose par rapport au racisme et tout, c'est que ma génération et tous les autres ont grandi dans une atmosphère qui était absolument pas ni raciste ni discriminante. Jamais on a senti ça comme ça. Ça n'a pas été vécu comme ça. On n'en parlait pas. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle interprétation un peu wokiste qui donne ça, quoi. Ouais. En tout cas... Bob Garcia, en tout cas, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Hergé, les ultimes secrets est publié aux éditions du Rocher. Merci à vous.